On pourrait dire que le processus de l'emprise suit 3 phases, mais en réalité, ce processus est progressif. Il est insensible. Et on va voir ça ensemble au cours de cet entretien et aussi avec le suivant. Alors, quelles sont ces 3 phases, ces 3 étapes? Tout d'abord, il y a la phase de séduction, puis ensuite, il y a celle de la dépendance, et enfin, celle où l'emprise, la 3e phase, qui met plutôt la personne en danger. Aujourd'hui, nous allons arrêter aux 2 premières phases. La personne devient dépendante et elle ne s'en rend pas forcément compte, et vous allez comprendre comment ça se met en place. Avec cet entretien, vous allez certainement aussi reconnaître des situations que vous avez traversées. L'initiative Recto Verso a pour but d'apporter, de partager des éléments de discernement, notamment à ceux qui sont en prise avec l'ésotérisme, le nouvel âge, les doctrines et les techniques, et où il y a des confrontations assez fréquentes avec des situations d'emprise, mais elles sont d'autant plus difficiles à identifier que les personnes sont en demande, sont en quête de quelque chose qui concerne leur intériorité, que les offres sont foisonnantes et pas toujours structurées. Bon, maintenant, commençons par décrire les 2 premières phases. Petite parenthèse, ne jugez pas en disant « ouais mais quand même, quand on voit ça, on réagit, on doit s'en rendre compte quand même ». Ben non. Je parlerai dans les entretiens suivants des différents profils, c'est-à-dire ceux que l'on appelle les victimes et ceux que l'on associe à des bourreaux et qui seraient des monstres, etc. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous allez voir, c'est beaucoup plus subtil. On va suivre ce parcours et vous allez comprendre. Comme on l'a dit la dernière fois aussi, ce processus ne concerne pas seulement les processus sectaires estampillés comme tels. On se retrouve aussi bien ça dans des organisations politiques, humanitaires, etc. On a souligné en quoi l'emprise touchant à ce qui est spirituel au sens large peut être dévastateur pour la personne, mais en tout cas, ces processus fonctionnent très bien dans plein de secteurs, dans plein de domaines et à plein d'échelles. Merci d'indiquer en commentaire aussi si vous avez déjà connu ou identifié ces phases dans votre propre vie ou dans votre propre cheminement. Tout commence par une étape de séduction qui est aussi le jour de la première rencontre. Ce qui est proposé correspond exactement aux attentes. Imaginez, vous rêvez de hauteur, de pureté, et vous vous retrouvez dans des paysages magnifiques à perte de vue avec un air frais et un silence apaisant. C'est là que vous trouverez, dans cette rareté, dans cette pureté, l'environnement idoine, idéal, pour enfin poser vos valises et trouver réponse à vos questions. Et on n'a aucune raison de se méfier, puisque justement, on était en recherche d'une chose et qu'on a fait des démarches pour y accéder. Et parfois, on a aussi payé. C'est un vrai soulagement, en fait, quand enfin on accède à une offre qui répond à notre demande, à notre attente. On peut même se sentir honoré, chanceux. On peut être accueilli comme une personne aussi importante. C'est peut-être parfois un peu démesuré, mais bon, pourquoi pas. Et cette séduction, puisque c'est une phase de séduction, en fait, elle repose sur une parfaite adéquation entre le désir latent, ou la demande si vous voulez, et ce qui va être proposé. Et comme ça colle, ça match, eh ben c'est parfait. Il peut arriver que ce qui sera exprimé par le nouvel arrivant puisse être mis en valeur, de façon à ce qu'il ait vraiment l'impression qu'il va trouver ce qu'il attend, ce qu'il cherche, et qui sera en fait ni plus ni moins l'écho de sa propre demande. Ce sera simplement une reformulation. Mais puisque ce qu'on lui dit répond exactement à sa demande, il se sentira en totale confiance. Il sera comme ébloui. En fait, il sera ébloui par sa propre demande. En fait. Dans le même élan, en fait, de façon réciproque, il peut se trouver ébloui par le leader, qui va donc lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Ou ça peut être le leader, je dis groupe dirigeant, ou l'un de ses membres, peu importe ça. C'est une personne qui va lui servir de guide ou de référent, ou un groupe de personnes qui va servir de guide et de référent. Alors je parle d'éblouissement parce que ce qui va lui servir comme discours fait référence à une connaissance. Alors en fait, il s'agit de croyance. Et l'aspiration intime, qui fait référence à l'espoir, à quelque chose d'irrationnel, cette croyance-là, cet aspect irrationnel se trouve court-circuité. D'où cette fascination, parce que d'un seul coup, on va basculer vers la notion de connaissance. Et le leader, en toute bonne foi, ne va pas se référer à des croyances, parce qu'il, lui, se réfère à des connaissances. Et j'insiste sur cette bonne foi, malgré que ce soit de la manipulation, on le verra lorsqu'on parlera des manipulateurs, nous tenterons d'en toucher l'humanité de ces manipulateurs. Ce ne sont pas toujours des monstres, bien au contraire. Donc cette phase de séduction n'est pas toujours directe de la part du leader, parce que là par contre il peut y avoir un vice caché. Justement, celui qui va mettre en place l'emprise peut jouer sur l'aura dont il bénéficie, ou que lui confère son statut par exemple, en faisant mine d'ignorer le nouvel arrivant lors de son arrivée, pour faire sentir qu'il faut mériter la présence du leader.
Et il faudra au nouvel arrivant apprendre à lire les sous-titres, à intégrer les règles tacites du groupe pour admettre qu'un jour, en effet, il faut aller rencontrer le chef ou le groupe de chefs, rentrer dans un espace qui semblera informel, et ce jour-là, on sera digne de la présence donc du chef, des chefs, peu importe, parce qu'on sera remarqué. Donc on aura déjà accompli un certain rite de soumission un peu passif, mais là on est ferré en fait. On est dans un climat global qui est positif, on est dans un bain de confiance, mais qui est déjà vicié, on ne sait pas ce qui se passe réellement, on ne le comprend pas. Alors tout le monde n'entre pas dans la phase de séduction. Certains, dès qu'ils arrivent, sont au contraire vite ostracisés, comme si le groupe avait décidé ou le leader avait décidé qu'ils n'avaient pas leur place, et quelle qu'en soit la raison, qu'on ne comprend pas. Ils peuvent être, par exemple, vite moqués ou brocardés, et ils sont de toute façon dissuadés de rester dans ce groupe-là. Mais pour la personne qui se trouve séduite, ou qui a envie de se laisser séduire, au contraire, on lui ouvre vite les portes, et le jeu de la manipulation peut s'installer. Parce que ceux en fait que l'on met de côté sont ceux que l'on a détectés comme ne pouvant pas rentrer vraiment dans le jeu qui est convenu par le groupe et qui est celui de la séduction, qui n'a rien à voir avec le véritable contenu qu'il y a marqué sur le nom de la boutique, si vous voulez. Mais du point de vue de la personne sincère qui s'implique là-dedans et qui est séduite, en fait, on ne perçoit pas forcément grand-chose. On le comprend que ultérieurement. Alors certes, il faut s'adapter à un environnement qui est nouveau, mais on se sent à sa place, on se fait vite au code, on identifie rapidement les personnes qui seront dans un certain noyau dur, d'autres qui seront là un petit peu plus en dilettante, on trouve ses marques et on se trouve être accepté. Et c'est ça la phase de séduction. Alors cette phase peut durer un certain temps, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, rarement quelques années. En tout cas, il y a une notion d'accélération à un moment donné qui fait qu'on va passer vraiment à une vitesse supérieure, c'est-à-dire que le nouvel arrivant va se trouver mis en situation de responsabilité. Parfois de façon imméritée, ou du moins il ne va pas comprendre pourquoi ça se passe comme ça. La personne, le nouvel arrivant, est mis en avant et on va ainsi mobiliser ses efforts. Et ce qui va en fait l'amener à prouver la loyauté au chef, au groupe en question. On va éprouver sa capacité à être docile, à suivre des instructions, mais on va aussi lui faire comprendre qu'il doit utiliser ses compétences ou ses qualités diverses, réelles ou imaginées, et après, on va pouvoir mieux s'approprier le résultat de ses efforts, ou bien les qualités ou compétences mises en branle, de façon à dire en fait qu'il n'a pas ces qualités. Alors qu'en fait, elles n'étaient pas forcément réelles, elles étaient juste supposées. Mais il s'agit de s'approprier, de déstabiliser la personne un peu plus tard. Donc là, ça commence à se mettre en place dès les débuts, en fait. Donc dans une relation humaine dans laquelle on a investi de la confiance au départ, la confiance semble partagée, et même si en fait, avoir plus de responsabilité, ça veut dire de se déplacer un peu de sa propre quête, de se consacrer aussi au contenant, et non plus forcément au contenu. Ça veut dire plus de temps à consacrer, ça veut dire aussi plus d'obligations en quelque sorte de se documenter, documenter sur ce qui va être l'équivalent d'une doctrine. Vous savez ce qui fait la bascule entre ce qui est croyance, mais qu'en fait on intègre comme une connaissance. Et qui génère donc cette espèce d'éblouissement de la raison où on est certain qu'on est dans le vrai et qu'on est effectivement dans les hautes montagnes, quoi. Et là, que l'on se rende compte ou pas de ça, on entre dans un jeu dans lequel on est une marionnette entre les mains d'un manipulateur. Donc d'une part, il peut y avoir une certaine bonne foi de la part du manipulateur, et d'autre part, il peut y avoir une conscience que l'on est plus ou moins utilisé, mais on peut se dire à ce moment-là qu'on en a conscience, et en avoir conscience peut suffire à s'en prémunir. Or, on est déjà dans un rapport de dépendance, que l'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. L'engagement de la personne, du nouvel arrivant, enfin peut-être plus ou moins nouveau d'ailleurs maintenant, dans ce qui est proposé, que ce soit un parcours, soit des stages, des réunions, peu importe, des invitations chez les uns, chez les autres, cet engagement-là est le marchepied suivant qui va conduire dans une situation de dépendance. La personne pourra se sentir flattée, surtout si on lui dit qu'elle était attendue, que justement on avait besoin d'elle, de ses compétences, de ses qualités. Vous savez, on l'a sollicité pour ça au départ, puis on va charger un peu la mule. On peut dire par exemple que les qualités ou les compétences peuvent être utiles parce que là on est dans une phase de reconstruction suite à des problèmes qu'il y a eu avec des gens qui soit n'avaient rien compris, soit etc. Enfin bon, vous voyez le discours, ça vise à conduire la personne à donner davantage d'elle-même,
dans ce registre spirituel où elle a tant misé, et moralement, la personne ne peut pas refuser. Peu importe les arguments qui auront été utilisés, je n'ai donné qu'un exemple, hein, mais la personne ne peut pas moralement dire non. On glisse de la séduction à la dépendance de façon insensible, mais efficace, et ceci par deux moyens, par soi-même et par le groupe. Alors d'abord par soi-même, parce que le contexte qui a été amené par le gourou conduit la victime à s'approprier, à faire sien le fonctionnement et aussi la doctrine. Et c'est dans cette phase que la victime va basculer dans une posture de la personne qui a atteint un certain niveau de compréhension ou de compétence. Tout dépend du contexte, mais qui va être de ceux qui en sont maintenant. Et pour cela, elle va passer du temps, pour arriver à ça, elle va passer du temps, de l'énergie, éventuellement de l'argent, pour servir la cause, ou pour faire avancer des choses, en faisant comme si c'était son problème, sa cause à elle. Elle s'approprie les choses. Elle va donc troquer en quelque sorte sa recherche initiale, qui reposait sur une demande, contre une posture de la personne qui a acquis quelque chose. Et c'est comme ça qu'on entre dans une dépendance, simplement en suivant son propre élan, mais ce mouvement a été savamment orchestré par le manipulateur. C'est lui qui l'a mis en place, et de ce fait, il va établir des rapports plus étroits avec la victime. Les choses sont en train de se préciser. L'autre élan qui va faire basculer de la séduction à la dépendance vient du groupe, qui va globalement en fait dans le même sens. C'est-à-dire que le manipulateur va isoler du groupe le manipulé et lui faire remarquer combien certains sont des touristes ou qu'ils n'ont rien compris, qu'ils font pas assez d'efforts et qu'il faut donc donner davantage pour faire améliorer les choses. Et on constate qu'en effet, on peut être d'accord, il y a un nombre de personnes qui existent, qui sont là, qui ne s'impliquent pas ou qui ne semblent pas prendre très au sérieux ce que dit le gourou, voire il peut y avoir même des esprits chagrins qui critiquent, qui se plaignent, mais qui font rien, tout en restant là imperturbablement et qui ont une vraie ancienneté dans le groupe, par exemple. Dans ces deux dynamiques, en fait, qui sont personnelles, intérieures et extérieures, c'est le groupe, on a été déplacé sans s'en apercevoir, et on passe d'une demande initiale à une soumission acceptée à un groupe et à ses lois, sans même s'en rendre compte ou sans en être choqué, puisque en fait tout ça est cohérent et participe de la même illusion, de la même mise en scène. Et notons au passage que les esprits chagrins dont je parlais ont un rôle important dans le passage, la bascule de la phase de séduction à la phase de dépendance. Nous comprendrons mieux leur rôle de complice lorsque l'on parlera singulièrement du manipulateur. En fait, le problème de la dépendance n'est pas la dépendance en soi, c'est plutôt la monodépendance qui pose problème. Parce que vous pouvez être en lien et avoir un lien très fort avec des groupes très différents, et vous donner à fond, par exemple, pour votre entreprise, ou bien pour votre groupe de chant choral, ou votre famille, ou votre bande de potes de toujours. Mais lorsque tous ces groupes se réduisent quasiment en un seul, ou vous abandonnez tous les autres pour un, là, il peut y avoir un problème. Vous comprenez ? C'est là qu'il peut y avoir une dépendance. La monodépendance est un souci. Et c'est pourquoi la tendance du groupe dysfonctionnant ou du gourou sera toujours d'isoler la victime, enfin le nouvel arrivant de notre exemple, hein, du monde, du reste du monde, quitte à éventuellement à intégrer le réseau familial, ou bien les membres du chant choral, ou la famille, la bande de potes, enfin bon, d'intégrer des gens dans le groupe, de façon à ce que le groupe devienne toujours un seul groupe. C'est pour mieux dominer la vie de la personne, en fait. Et c'est à ça qu'il faut faire très attention, c'est la monodépendance. Donc nous avons vu aujourd'hui 2 des 3 phases par lesquelles une emprise se met en place, en essayant de bien comprendre que tout ceci est progressif et presque insensible, mais constitue un véritable engrenage. Je me répète, mais c'est important, pour ceux qui viendront après vous, merci de témoigner dans les commentaires si vous aussi vous avez vécu des situations comparables à ces 2 phases. La prochaine fois, nous parlerons plus précisément de cette 3e phase de l'emprise, avant de voir les différents profils des protagonistes. À bientôt! Allez, salut!